Donc 40 ans de systématique, on va commencer par 1984-1990 et donc notre parcours va commencer dans les années 80. En 1987, les journées de la SFS accueillent Claude Dupuis qui va nous apostropher directement. J'admets sans détour la mise en œuvre de méthodologies taxinomiques diverses, phénétiques, cladistes et autres, diversité qui reflète l'état momentané des connaissances possibles sur tel ou tel des groupes que nous étudions. J'admets donc que l'on parle de taxinomie et, dans l'exercice quotidien de leur spécialité, de taxinomistes au pluriel. Je ne puis par contre encourager les taxinomistes à la pluralité lorsqu'ils sont appelés, comme aujourd'hui, à réfléchir au fondement de leur métier. En effet, pour exercer en toute connaissance de cause ses choix méthodologiques, le taxinomiste doit se vouloir un et non pas multiple, et savoir aller à la rencontre des problèmes que se posent ses collègues. De la sorte, chaque taxinomiste dépassant sa spécialité est le taxinomiste, celui auquel je m'adresse ce matin. Et je vais m'adresser également aux taxinomistes au singulier aujourd'hui. Donc évidemment 87, hein, pas 94. C'est la première erreur de cette présentation, il y en aura d'autres. Donc Dupuis poursuit son discours par un plaidoyer pour la multiplicité des approches dont doivent se saisir tous les systématiciens qui entrent en résonance de manière remarquable avec notre actualité scientifique. Nous n'avons pas les moyens, ni dans nos connaissances, ni dans notre logique, de traiter tous les taxas des plus petits jusqu'aux plus grands de la même manière. Voilà. Donc je vais maintenant poursuivre avec une petite rétrospective des articles et des livres qui vous ont les plus marqués. Et je vais lire deux commentaires qui m'ont été donnés. Donc l'ensemble des commentaires, vous pouvez le voir dans le hall d'entrée, où ont été exposés avec les résumés des différentes publications. Et nous allons bien évidemment commencer avec notre cher capitaine de la SFS, Jérémy Bardin, qui a choisi donc l'article le plus ancien qui a été choisi, de 1985, c'est Felsenstein, Phylogenies and the Comparative Method. Et Jérémy nous dit « Cet article démontre pourquoi les régressions classiques sont biaisées lorsque considérées à une large échelle du monde vivant. S'il n'est pas le premier à pointer ce problème, il est sans doute la clé de voûte de cette problématique et est clairement à l'origine de la discipline des méthodes comparatives phylogénétiques. Il a imposé à celles et ceux qui cherchaient des règles dans le monde vivant l'idée que la dimension historique de la biodiversité, les phylogénies, était indispensable. Il est un manifeste pour la réunion des biologies générales et comparées. » Merci Jérémy. On est dans les années 80 et en essayant de partitionner un peu les différentes catégories d'articles, ce qui frappe, c'est que dans cette partie, la majorité des articles qui ont été choisis, c'est des articles qui vont être plutôt théoriques et méthodologiques, ce qu'on va moins retrouver après. Alors, est-ce que c'est lié à l'âge des participants? Est-ce que c'est lié à un bouillonnement particulier de la systématique? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais les deux autres catégories que je voudrais souligner, ça va être d'autre part les articles ou ouvrages qui vont traiter de cas empiriques. Alors celui qui a été le premier qui sort, c'est celui de Paul Châtelain qui a choisi la thèse de Loïc Mathil de 1986 qui s'appelle « Recherche sur la systématique et l'évolution des chéroplatidés ». J'ai bien prononcé? Merci. Et qui termine en nous disant « J'y ai découvert un groupe étrange de diptères, des liens directs et humains avec Hennig, une pratique de la systématique et de la biogéographie complète et subjugante de clarté. » Puisqu'il s'agit de mettre de l'ordre dans l'évolution, mais aussi dans notre tête et dans les classifications que nous employons tous les jours. On arrive après 86 à 1988, et c'est Guillaume Lecointre qui a choisi un article de Philippe Janvier qui s'appelle « Cladistics, Theory, Purpose and Evolutionary Implications », alors que
que vous pouvez retrouver dans le Biosystéma 2, qui a été traduit en français et qui provient de ce livre Evolutionary Theory, Path into the Future. Donc voici l'article. Est-ce que Philippe, tu voudrais nous en dire un mot sur ce chapitre? De la part de Guillaume. C'est très gentil de la part de Guillaume de choisir cet article, mais bon, c'est un article de commande. C'était mais à l'époque, c'était Colin Patterson on lui avait demandé de faire un article général sur la cladistique, le futur de la cladistique. Et comme il n'avait pas le temps, il m'a demandé de l'écrire, et voilà. Bon, c'est pas vraiment une... Bon, il est bien, mais... Il en a visiblement marqué certains. Oui. Merci Philippe. Et on finit avec 1989. Le premier article qui a été choisi, c'est le Species and Taxa Systematics and Evolution de Nelson, donc de cette année, qui fait partie d'un livre qui s'appelle Spéciation et ses conséquences, et qui va nous aider à revisiter l'idée de l'espèce. Est-ce que l'espèce est un taxon comme les autres ou pas? Et puis, en 1989, il y a un deuxième... Non, 1990. Donc nous en parlerons demain du choix de Thierry Bourgoin. Et on va terminer cette petite séquence par deux autres allocutions de Claude Dupuis. Donc pour conclure sur les années 80, revenons à Claude Dupuis et au propos central qu'il va développer sur les taxons et les catégories, en se servant de la métaphore du meuble à tiroir, avec laquelle beaucoup d'entre vous sont familiers. Je suis stupéfié par la fréquence et la permanence, y compris chez les meilleurs auteurs, de la confusion entre taxa et catégorie. Hennig n'y a pas toujours échappé, et Ernst Mayr a attendu 1964 pour confesser l'avoir commise dans son livre Systematics and the Origin of Species. De toute évidence, l'antique concept abstrait de catégorie pèse toujours sur la notion objective, mais plus récemment affirmée, de taxon. Je crois donc utile de préciser à nouveau cette indispensable distinction. Il y a quelques mois, sur France Culture, j'ai eu l'occasion de me servir pour cela d'une image qui n'a rien de nouveau, celle d'un meuble de rangement avec tiroir et sous-tiroir, dont les plus petits renferment les objets à classer. Cette image mérite analyse. Dans l'édifice taxinomique, les lots d'objets, même sortis des tiroirs, sont les taxa, c'est-à-dire les contenus. Les tiroirs, même vides, sont les catégories, c'est-à-dire les contenants. Qu'il y ait une hiérarchie de 5 ou 6, ou de 50, ou d'une infinité de tiroirs emboîtables, le meuble rempli représente un arrangement, mot par lequel littré traduit taxis, radical de taxinomie. Seuls les objets sont ici des produits de la nature. Tout le reste, leur collecte plus ou moins occasionnelle, leur classement, leur distribution en tiroir, leur nom, résulte de l'art du naturaliste. Entendons maintenant la conclusion lyrique, mais admirable de Dupuis, qui nous renvoie un message toujours d'actualité. Et pour conclure d'un mot, je n'échappe pas à la malice dernière de vous rappeler, dans une langue qui demeure universelle, la phrase d'un de nos bons collègues, hélas disparu, Johann Wolfgang von Goethe, qu'il prête au docteur Faust. Das Kunst ist lang und das Leben ist kurz. Loin de moi l'idée méphistophélique de vous inviter à rejeter la philosophie un peu triste de nos parties de l'art pour jouir de la vie exaltante des taxa. L'art qui est long et la vie qui est courte, ce sont en fait notre recherche et notre manière de l'apprendre. Et j'ai surtout voulu ce matin
vous inviter à ajuster raisonnablement nos pratiques limitées à nos ambitions sans fin en fonction des vérités d'objet. Quant à moi, j'espère avoir aiguisé votre curiosité quant à Claude Dupuis. N'oubliez pas le Biosystéma, numéro 32, il est payant. Vous pouvez vous le procurer dans le hall d'entrée. Et nous allons maintenant, avec Véronique Bariel, vous faire une petite rétrospective de la SFS.